Et si la paix avait un prix, celui de pardonner aux ennemis de la démocratie? Le Burkina Faso, longtemps perçu comme un espoir politique en Afrique de l'Ouest, a traversé des décennies de régime autoritaire sous Blaise Compaoré. Mais en 2014, tout a basculé. Excédés par une présidence sans fin, les Burkinabés sont descendus dans la rue, déterminés à tourner la page. Ils obtiennent la démission de Compaoré et voient enfin se profiler la promesse d'une transition démocratique. Mais ce rêve a bien failli voler en éclats. À l'approche des premières élections libres, des militaires fidèles à l'ancien régime organisent un coup d'État en septembre 2015. En un instant, la jeune démocratie vacille. Les acquis de la Révolution, la confiance envers les institutions, la paix sociale, tout est menacé. Pourtant, le peuple burkinabé refuse de se soumettre. La résistance populaire s'organise, des soldats abandonnent les putschistes, et en quelques jours à peine, le coup d'État échoue. Le pays évite le pire, mais les blessures restent vives. La question qui divise alors la société est brûlante. Que faire de ceux qui ont tenté de renverser la démocratie? Punir pour l'exemple, ou bien pardonner pour préserver l'unité? C'est là que la décision d'amnistier les responsables du coup d'État intervient, faisant l'effet d'un séisme politique. Pour beaucoup, ceux qui ont tenté de ramener le pays en arrière ne méritent ni pardon ni oubli. Pourtant, face à des menaces sécuritaires croissantes et au risque d'une nouvelle escalade de violence, le gouvernement opte pour l'amnistie, espérant ainsi éviter une spirale de conflits. Ce choix politique, loin d'être anodin, pose une question décisive. La paix doit-elle primer sur la justice? L'avenir du Burkina Faso, la confiance envers ses institutions et la mémoire collective sont en jeu. Pour comprendre comment le pays en est arrivé à ce dilemme et mesurer la portée de cette amnistie, replongeons ensemble dans les événements qui ont bouleversé le Burkina Faso. Tout a commencé bien avant l'amnistie, retour sur des décennies d'autoritarisme et de lutte populaire. Pour comprendre la controverse qui entoure aujourd'hui l'amnistie des auteurs du coup d'État de 2015, il faut commencer par le règne de Blaise Compaoré, une figure centrale du Burkina Faso moderne. Pendant près de 27 ans, Compaoré a dirigé le pays d'une main de fer. Son pouvoir semblait inébranlable. Stabilité apparente, mais au prix d'un autoritarisme marqué, de la répression des opposants et d'un musellement de la société civile. Pour beaucoup, la paix de l'époque n'était qu'une façade dissimulant le profond malaise démocratique du pays. Mais en 2014, le masque tombe. Compaoré, après tant d'années au sommet, tente de changer la Constitution pour prolonger son règne. Ce geste sera la goutte d'eau de trop. En quelques semaines, la colère monte, la rue gronde. Des milliers de Burkinabés, jeunes et moins jeunes, descendront dans les rues de Ouagadougou et d'autres villes, bravant les risques, portés par le rêve d'une autre histoire. Ils exigent la fin d'un système figé et la naissance d'une démocratie réelle. Face à cette mobilisation sans précédent, Compaoré n'a plus le choix. Il finit par démissionner, mettant fin à une ère qui paraissait indéboulonnable. Le départ de Compaoré n'est pas seulement la fin d'un régime, c'est une bouffée d'espoir. Un gouvernement de transition est mis en place, chargé de préparer les premières élections véritablement démocratiques du pays. L'atmosphère est à la fête, mais aussi à l'inquiétude. Tout est à reconstruire, la confiance à regagner. Les Burkinabés aspirent à la justice, à la transparence, à la réparation des blessures du passé. Mais les tensions persistent, les clivages sont encore vifs, et certains acteurs de l'ancien régime n'ont pas dit leur dernier mot. Ne pas comprendre ce passé, ce serait ignorer la profondeur des blessures, le poids des espoirs trahis, et surtout, l'immense attente d'un peuple envers ses dirigeants. C'est ce contexte particulier qui rend chaque décision politique, chaque compromis, si délicat et si lourd de conséquences. Car pour les Burkinabés, il ne s'agit pas seulement de tourner la page, mais de décider comment l'écrire. Alors que la nation se préparait à tourner la page, une nouvelle menace surgit. Le rêve démocratique a failli s'effondrer du jour au lendemain. Septembre 2015, Ouagadougou. Des militaires, nostalgiques de l'ancien régime, décident de franchir la ligne rouge. Leur but ?
Mettre un terme au processus électoral, dissoudre le gouvernement de transition et replacer le pouvoir militaire au sommet de l'État. Dans un pays déjà marqué par des années de troubles et de lutte pour la liberté, ce coup de force a fait l'effet d'un séisme. Beaucoup ont ressenti un mélange de stupeur, de colère, mais aussi de peur. Tout ce qui avait été difficilement conquis risquait de s'effondrer en quelques heures. Mais la réponse du peuple ne s'est pas fait attendre. Très vite, des milliers de Burkinabés descendent dans les rues, brandissant des pancartes, chantant l'hymne national, défiant ouvertement les putschistes. Autour d'eux, l'armée elle-même se fissure. D'un côté, ceux qui veulent préserver la transition démocratique. De l'autre, les partisans du retour à l'ordre ancien. Cette fracture au sein des forces armées va s'avérer décisive. La pression populaire, la désobéissance de certains régiments, l'indignation internationale, tous ces éléments réunis finissent par faire échouer le coup d'État en moins d'une semaine. Mais si la parenthèse putschiste se referme rapidement, les blessures profondes restent. La transition venait de survivre à une tempête, mais à quel prix? Le climat de suspicion s'installait, la peur d'un retour en arrière n'était pas totalement dissipée. Beaucoup de citoyens ressentaient une immense lassitude, après avoir risqué leur vie pour défendre la démocratie. D'autres, au contraire, gardaient en tête le désir de revanche, ou la conviction que la solution militaire était encore possible, révélant la parfaite fragilité du processus en cours. À ce moment précis, le Burkina Faso était à la croisée des chemins. Allait-il replonger dans l'instabilité chronique, rouvrir la porte à des décennies de coups d'État et de gouvernements imposés, ou bien réussir à ancrer définitivement le changement démocratique, malgré les cicatrices, malgré la peur? C'était, ni plus ni moins, la survie du modèle démocratique qui se jouait. Chaque camp savait que le moindre faux pas pouvait rallumer la violence, tout remettre en question. Et il ne faut pas sous-estimer l'impact psychologique de ces journées de septembre. Le peuple, fier d'avoir résisté, portait aussi le poids d'un immense traumatisme collectif. La confiance envers les institutions, envers l'armée, ou même entre citoyens, en sortait ébranlée. On découvrait à quel point la paix et la cohésion nationale pouvaient être fragiles et combien il serait difficile de recoller les morceaux. Une fois la menace immédiate écartée, une nouvelle question s'est posée, peut-être la plus difficile. Comment réparer ce qui a été brisé? Comment penser les blessures, restaurer la confiance et éviter que le passé ne vienne hanter l'avenir? Punir les putschistes ou tenter de rassembler la nation divisée? C'est la question brûlante qui a enflammé le débat au Burkina Faso après le coup d'État de 2015. D'un côté, la tentation était grande de punir sévèrement ceux qui avaient tenté de renverser la démocratie naissante. Beaucoup, au sein de la société civile comme dans la communauté internationale, réclamèrent justice. Pour eux, accorder l'amnistie risquait d'envoyer un message dangereux, celui que l'on peut s'attaquer à l'ordre démocratique sans en payer le prix. Mais à l'inverse, une chasse aux sorcières risquait de rouvrir les plaies, de pousser les anciens putschistes à se radicaliser, voire de replonger le pays dans un cycle de représailles et de violences interminables. Face à ce dilemme, le gouvernement a fait un choix risqué, préférer la réconciliation à la vengeance. Mais il ne s'agissait pas d'un acte de faiblesse ou d'oubli. Il s'agissait d'un calcul politique, forgé par le contexte explosif du pays. À l'époque, les menaces sécuritaires montaient en flèche. Groupes armés, attaques terroristes, instabilité régionale. La priorité du moment, c'était la survie même de l'État. Comment lutter contre ce danger commun si une partie de l'armée restait marginalisée ou hostile? L'amnistie n'a donc pas été conçue comme un simple pardon. Elle était conditionnelle. Les militaires impliqués dans le coup devaient reconnaître publiquement leurs responsabilités et s'engager à soutenir sans réserve le gouvernement dans la lutte contre les groupes insurgés. La logique était claire. Pour reconstruire la nation, il fallait transformer d'anciens adversaires en alliés et canaliser leurs forces vers la défense de l'intérêt commun. Cela représentait un pari, celui qu'une main tendue pouvait prévenir une nouvelle rechute dans la violence. Mais ce choix comportait de sérieux risques. Un mauvais calcul, et le pays pouvait s'effondrer, soit en relançant la spirale des hostilités internes, soit en affaiblissant dangereusement l'appareil d'État face aux attaques extérieures.
Le gouvernement devait donc veiller à ce que l'amnistie ne soit pas perçue comme un blanc-seing, mais bien comme une responsabilité. Si les anciens putschistes trahissaient leur engagement, des sanctions seraient appliquées. Ainsi, l'amnistie devenait un outil pour forger un nouveau contrat social, pas une simple page tournée sans condition. Ce débat, au fond, pose une question qui dépasse de loin le Burkina Faso. Peut-on vraiment construire la paix sans justice? Ou faut-il, dans des moments critiques, accepter le compromis pour éviter le pire? Pour beaucoup, la réponse n'est ni simple ni évidente. Mais qu'est-ce que cette loi d'amnistie implique concrètement? L'amnistie. Simple pardon ou pacte pour l'avenir? C'est la question centrale qui divise aujourd'hui le Burkina Faso. Car cette loi d'amnistie, accordée aux responsables du coup d'État de 2015, n'est pas un simple effacement des fautes du passé. Non, elle s'accompagne de conditions précises, d'attentes élevées, et elle porte autant d'espoir que de crainte. Premièrement, il ne s'agit pas d'une impunité totale. Pour bénéficier de cette amnistie, les putschistes doivent d'abord reconnaître publiquement leur rôle dans le coup d'État. Ce n'est pas juste une formalité ou un mot lancé à la va-vite. C'est une étape cruciale, une manière de regarder en face les blessures infligées à la nation, d'admettre la gravité de leurs actes et d'en assumer la responsabilité devant tout le peuple burkinabé. L'idée, c'est que cette reconnaissance publique serve de point de départ à un processus de guérison collective. Mais ce n'est pas tout. Les bénéficiaires de l'amnistie doivent aussi s'engager à soutenir le processus démocratique et à participer activement à la stabilisation du pays. Concrètement, cela signifie collaborer avec les autorités pour renforcer la sécurité, lutter contre l'insécurité grandissante et participer à la reconstruction d'une confiance nationale mise à mal par des années de crise. Dans un contexte où le Burkina Faso fait face à des menaces terroristes sans précédent, ces anciens putschistes sont désormais appelés, non plus à diviser, mais à unir et à protéger le pays. Les partisans de la loi y voient un espoir, celui d'une véritable réconciliation nationale. Plutôt que d'entretenir les rancœurs et la vengeance, il s'agirait ici de rompre le cycle des représailles qui a tant fragilisé le pays. L'idée, c'est de permettre aux anciens adversaires de se retrouver autour d'un objectif commun, préserver la paix, défendre la démocratie et faire front commun face aux dangers extérieurs. Mais, et c'est là tout le paradoxe, cette décision suscite aussi de vives critiques. Beaucoup craignent que l'amnistie ne crée un précédent dangereux. Pardonner des actes contre la démocratie, est-ce vraiment le meilleur moyen de la protéger? Pour certains, c'est un message ambigu envoyé à tous ceux qui seraient tentés par la force à l'avenir. Pire encore, pour les victimes du coup d'État de 2015 et leurs familles, ce choix a le goût amer de l'injustice. Ils redoutent que la douleur et les sacrifices consentis pour défendre la démocratie soient effacés d'un trait de plume, au nom d'une paix qui leur semble incomplète. Tout repose alors sur l'application concrète de cette amnistie. La crédibilité du gouvernement, la confiance du peuple, l'image de la démocratie burkinabé, tout cela dépendra de la manière dont ces conditions seront respectées. Si les anciens putschistes tiennent leurs engagements, l'amnistie pourrait ouvrir la voie à une paix durable. Mais si elle n'est qu'un écran de fumée, le risque est grand de renforcer le sentiment de trahison et de fragiliser encore plus la société. Reste à savoir si ce pari audacieux portera ses fruits ou s'il affaiblira durablement la démocratie burkinabé. La paix peut-elle exister sans justice? Et la démocratie sans pardon? C'est la question que nous laisse l'amnistie accordée aux responsables du coup d'État de 2015 au Burkina Faso. Ce choix, loin d'être simplement un geste de clémence ou de faiblesse, marque un tournant décisif dans l'histoire du pays. Il révèle à quel point les chemins de la réconciliation nationale sont tortueux, faits de compromis douloureux entre réparation et oubli, entre exigence de justice et besoin de sécurité. Pour un pays comme le Burkina Faso, confronté à la montée des menaces terroristes et à une instabilité persistante, la tentation de privilégier l'unité nationale au prix de la justice est forte. Le raisonnement est simple, mais pas simpliste. Comment reconstruire ensemble un État solide si une partie de ses forces vives, notamment les militaires, reste marginalisée ou se sentent traquées?
l'amnistie exige de ceux qui l'acceptent un engagement clair. Tourner la page, abandonner toute velléité de division et œuvrer activement à la reconstruction d'une nation menacée. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un chèque en blanc. Le pardon s'accompagne d'un devoir de réparer et de protéger, sous peine de voir ressurgir le chaos passé. Mais cette décision n'est pas sans risque. En envoyant le message que des actes graves contre la démocratie peuvent être effacés au nom de la paix, le gouvernement prend le pari que l'amnistie ne deviendra pas un précédent dangereux. Car si l'impunité s'installe, si ceux qui s'en prennent à la Constitution peuvent, à terme, espérer l'oubli ou le pardon officiel, alors l'équilibre fragile entre paix et justice pourrait bien se rompre. L'histoire nous enseigne que la stabilité durable ne s'obtient ni dans l'oubli total, ni dans la vengeance. Elle exige un effort collectif pour affronter le passé, comprendre les blessures et inventer ensemble des réponses nouvelles. Le débat divise profondément la société burkinabé. Pour certains, l'amnistie est un acte de sagesse, un geste fort pour briser la spirale de la violence et rompre avec la logique de revanche. Pour d'autres, c'est une injustice flagrante, une trahison de ceux qui ont lutté pour la démocratie et de toutes les victimes du putsch. Chacun craint, en définitive, que le choix d'aujourd'hui façonne les règles de demain. Tolérer l'inacceptable, c'est risquer d'en payer le prix plus tard. Mais l'avenir du Burkina Faso ne dépendra ni d'une loi ni d'un décret. Il repose sur la capacité de ses citoyens, de ses leaders, à transformer cette épreuve en leçon collective. À faire de cette amnistie l'occasion d'un vrai dialogue national, où la mémoire des violences n'est ni effacée, ni instrumentalisée, mais assumée pour mieux construire l'avenir. C'est tout le défi. Réconcilier sans nier, avancer sans renoncer à la justice, unir sans gommer la vérité. Alors, la paix vaut-elle ce prix? Est-il possible de bâtir une démocratie solide sur le socle du pardon? Ou la justice reste-t-elle la condition indispensable de toute réconciliation? C'est à vous, Burkinabés, Africains, citoyens du monde, de réfléchir, de débattre et d'agir. Car chaque choix politique, chaque débat sur la mémoire et l'avenir éclaire notre propre conception de la justice, de la paix et de la nation. Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce sujet vous interpelle, n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à vous abonner et à rejoindre la discussion. Ensemble, continuons à explorer les enjeux qui dessinent le futur du Burkina Faso et, au-delà, de tout un continent. À très bientôt pour un nouveau regard sur l'Afrique.